base, c'est donc le traitement méthylphénidate dans le TDAH. Le TDAH s'intègre dans les troubles du neurodéveloppement. Il y a à peu près un enfant sur 6 qui est porteur d'un trouble du neurodéveloppement. Et le TDAH, il y a à peu près 7% des enfants qui sont porteurs et 3% des adultes gardent des symptomatologies de type TDAH. C'est 2 fois plus fréquent chez le garçon que chez la fille, avec une particularité, c'est que les filles ont plutôt une forme inattentive pure. Donc, elles vont passer sous les radars plus facilement puisque ça va être un profil de jeunes filles qui vont rester plutôt timides, en retrait, se faire oublier. Elles vont pas avoir la présentation clinique d'agitation motrice ou d'impulsivité ce qui entraîne le fait qu'on ne fait pas trop attention à elles. Et si elles ne sont pas en capacité de dire mais j'arrive pas à me concentrer, bah, les diagnostics sont souvent plus tardifs. Il y a eu des nouvelles recommandations concernant le TDAH en octobre 2024 qui sont accessibles en lien direct, qui redit très précisément que le diagnostic de TDAH est un diagnostic clinique. C'est-à-dire que par une observation de l'enfant de longue durée, l'HAS parle de 3 heures, dans des circonstances variées, on va revenir dessus, on peut poser un diagnostic de TDAH. C'est-à-dire que il faut avoir objectivé que l'enfant a des difficultés, soit d'attention-concentration et ou d'agitation motrice et ou d'impulsivité dans sa vie quotidienne, dans la vie scolaire et dans la vie sociale. Parce qu'un TND ne peut pas exister que dans un champ de l'enfant. Et ça, c'est valable pour tous les TND. On ne peut pas être autiste qu'à l'école, par exemple, ou que dans sa famille. Ça veut dire que c'est autre chose. Donc, le diagnostic pose des plaintes fonctionnelles dans tous les champs de vie de l'enfant et on peut s'aider pour aller recueillir justement les infos, en particulier scolaires, de questionnaires normés qui sont validés, que l'on remet aux parents et aux enseignants pour essayer d'objectiver et de corroborer votre impression clinique de cabinet lors de vos consultations. Quelle est la au moment où sont sortis ces recours HAS, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'une évaluation neuropsychologique des fonctions attentionnelles pour poser un diagnostic. Or, actuellement, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que souvent, on est sollicité, nous médecins, parce que la neuropsychologue a évoqué le diagnostic, parce que la maîtresse a dit qu'il bougeait beaucoup à l'école et a encouragé les parents à prendre un rendez-vous, et comme il est plus rapide d'avoir un rendez-vous avec une neuropsy qu'avec un médecin formé au TND, dans ces cas-là, bah, premier bilan neuropsychologue qui objective effectivement des fragilités attentionnelles et qui demande de corroborer le diagnostic. Sauf qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs sur ces bilans neuropsychologiques. C'est pour ça que l'HAS a vraiment précisé que c'était un diagnostic clinique. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas besoin d'un bilan neuropsychologique pour mieux comprendre le fonctionnement cognitif de cet enfant. Mais en tout cas, pour la pose de diagnostic du TDAH, on se base sur la clinique avant tout. Les critères diagnostiques qui correspondent aux critères du DSM-5, c'est qu'il faut avoir des difficultés de type hyperactivité ou impulsivité, associées ou non à des problèmes d'inattention, puisqu'on peut tout à fait avoir un TDAH de forme inattentive pure, un TDAH de forme hyperactivité-impulsivité pure, ou un TDAH de type mixte, c'est-à-dire qui combine l'inattention et l'hyperactivité. Ces symptômes doivent exister depuis toujours. Ça, c'est une référence au TND, c'est-à-dire qu'on est NAIT avec un TND, dont les manifestations peuvent évoluer avec la croissance, mais ce n'est pas une maladie qu'on contracte à l'âge de 6 ans. Si effectivement, en reprenant l'historique de cet enfant, c'est un enfant plutôt calme, posé et qui se met à avoir une agitation motrice, une impulsivité à 6 ou 7 ans, plutôt aller chercher quelque chose qui a l'enfant, mais on n'évoquera pas un TDAH. Donc, il faut vraiment que ça soit des particularités qui existent depuis toujours et dans tous les domaines de vie de l'enfant, ado, c'est-à-dire la famille, l'école ou la vie sociale. Il faut qu'on ait une intelligence dans la norme, sinon on évoquera d'autres diagnostics.
et avoir pu éliminer des pathologies psychiatriques ou une adversité psychosociale sous-jacente. Donc, le TDAH se situe au sein des TND et la pose de diagnostic va nécessiter une consultation avec donc un entretien clinique avec les parents et l'enfant, et si possible, chez un enfant plus grand, un entretien seul avec l'enfant ou l'ado. Je vois que tu prends des photos, mais Christine, mais je pourrais tout à fait enfin, je vais vous passer le PowerPoint, hein. Donc, vous aurez tout si vous voulez. Ok, merci. Donc, en entretien clinique, avec une observation de son comportement et un examen clinique général, avoir ses mensurations, comme pour tout enfant. Et si vous avez quelque chose, en fonction du contexte de votre examen, un avis neuro, dermato ou cardio, puisque ça peut être l'arbre qui cache la forêt. On sait qu'il y a des comorbidités ou il y a des facteurs de risque, donc ne pas hésiter à aller demander un avis spécialisé si vous avez des taches café au lait ou si vous avez des signes neurologiques. Il faut que vous ayez donc un ressenti personnel du comportement de l'enfant lors de votre consultation. Vous essayez de recueillir des informations complémentaires auprès des intervenants, donc l'enseignant par exemple, le rééducateur, l'encadrant des activités extrascolaires, d'où l'intérêt d'avoir ces tests, ces questionnaires validés, le SNAP ou le CONERS, qui doivent être donnés aux deux parents séparément, parce que le ressenti de la mère ne sera pas forcément le même que le ressenti du père, et un questionnaire pour l'enseignant. Quand c'est un enfant au collège, j'aime bien donner deux questionnaires enseignants en recommandant d'en donner un à l'enseignant d'une matière que l'élève aime bien et un à l'enseignant d'une matière où l'élève ne se sent pas à l'aise, parce que le comportement peut changer. Et puis, vous essayez d'aller voir si c'est associé à d'autres pathologies, d'autres problématiques, qu'elles soient psychoaffectives, troubles des apprentissages, pour voir il y a des facteurs de risque ou des facteurs d'aggravation. Il faut absolument aussi, mais comme dans tout TND, avoir fait un bilan ORL et un bilan ophtalmo pour aller chercher les facteurs de fatigue surajoutés. Et en particulier au niveau ORL, avoir en tête un interrogatoire poussé sur le risque d'avoir un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc savoir si l'enfant ronfle la nuit, est-ce qu'il a des sueurs nocturnes, est-ce qu'il a une respiration buccale, est-ce qu'il a un sommeil très agité, est-ce qu'il se réveille fatigué le matin. Si à l'interrogatoire, il n'y a aucun de ces symptômes, on a a priori éliminé un syndrome d'apnée du sommeil, mais pas hésiter à le faire contrôler par l'ORL. Les recours HAS donnent un organigramme de prise en charge où on voit en première intention la psychoéducation, c'est-à-dire informer l'enfant et les parents du trouble, et arrive vraiment très très rapidement les aménagements scolaires et pédagogiques adaptés aux difficultés ressenties par l'enfant à l'école, et au même niveau arrive le traitement médicamenteux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, autant avant, était mis en deuxième intention. Là, on a bien conscience qu'il y a vraiment une notion de potentialisation des prises en charge, avec une prise en charge au niveau de l'enfant par de la psychoéducation, une prise en charge au niveau des parents avec un programme de PEHP, c'est-à-dire un programme d'éducation aux habilités parentales, autre nom du Barclay, ou c'est un Barclay revisité. Donc, pour vraiment donner les clés, c'est de la psychoéducation, de la guidance parentale pour les parents, c'est-à-dire leur donner des clés sur les particularités. Moi, j'entends Ça a plus. coupé, est-ce que c'est bon pour Ouais. vous? Là, ça revient. C'est bon? Et est-ce que vous avez toujours le diaporama? Oui. Ouais. Élise, tu veux Est-ce qu'on poser une aura question? des listes de... Ah, c'était peut-être Pierre Je voulais demander qui s'il a y avait parlé. une liste c'est Pierre, une liste d'endroits où il y a des programmes d'éducation aux habiletés parentales.
Oui, je peux vous donner ça. Après, il suffit d'interroger les neuropsychos. Là, il y a un groupe qui s'est formé sur l'agglomération nantaise au sens large. Et donc, il y a des programmes couplés. Souvent, elles se mettent à plusieurs pour faire des groupes. Mais ça, je peux vous donner quelques références. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Euh, Et Moi, je voulais savoir, oui, Élise? Anne-Sophie, si du coup tu connais, parce qu'on aimerait peut-être se former avec une des psychomotes là, du nid pour des PEHP. Et on a Oui, vu avec l'APEA. Mais oui. est-ce que tu connais, toi, sinon d'autres lieux de formation? Oui, il peut y avoir. Il y a quelques années, Octopus faisait un programme d'éducation au Barclay et du Prat aussi. Mais là, faut pas hésiter à te mettre en lien avec Marjorie Camus-Charon, par exemple. C'est, je peux te retrouver l'info. D'accord, bah, je veux bien, super, merci. Euh, et donc, le trépied de prise en charge, la psychoéducation pour l'enfant, avec éventuellement de la psychomotricité pour canaliser son agitation, son impulsivité, de la psychoéducation guidance parentale pour les parents, et le troisième trépied, c'est le traitement médicamenteux, qui ne se met pas de première intention, mais assez rapidement, dans un délai de 3 à 6 mois après la pose du diagnostic, quand ça semble pertinent. Et on a vraiment cette potentialisation à avoir pris en charge selon 3 modélisations. On se rend compte que les prises en charge de psychoéducation, qu'elles soient parents ou enfants, se potentialisent grâce à la mise en place du méthylphénidate qui rend l'enfant plus disponible pour percevoir ses particularités. Et ça permet à un moment donné de pouvoir ne plus avoir de traitement méthylphénidate et d'avoir un bénéfice qui perdure dans le comportement de l'enfant. Ça permet de recréer un cercle vertueux. Donc, on ne part pas sur 25 ans de méthylphénidate. En règle générale, les ados, à un moment donné, ils viennent en consulte en disant je le prends moins parce que j'en ressens moins l'envie. Comment se met en place ce méthylphénidate et comment ça marche? Je vous ai mis un petit schéma simplissime d'une fente synaptique entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. De manière physiologique, une vésicule va s'aboucher dans la fente synaptique pour libérer différents neurotransmetteurs. Dans le TDAH, celui qui nous intéresse, c'est la dopamine. Et celui-ci, la dopamine, va aller se fixer sur les récepteurs du neurone présynaptique de manière à ce que la conduction se passe. Dans le TDAH, on voit qu'il y a une recapture de cette dopamine par des récepteurs présynaptiques qui fait qu'il y a moins de dopamine à passer dans le circuit d'aval. Le mécanisme d'action du méthylphénidate, c'est d'aller se fixer sur ces récepteurs présynaptiques de manière à potentialiser le passage de la dopamine. Donc, on a effectivement davantage de dopamine qui arrive dans le neurone postsynaptique, mais on reste dans des conditions physiologiques. Donc, c'est pour ça que le méthylphénidate n'entraîne pas d'accoutumance ou de dépendance, parce qu'on recrée une situation tout juste physiologique. Contrairement aux amphétamines, par exemple, qui vont surstimuler la production de dopamine par le neurone présynaptique et donc qui vont entraîner, certes, un largage augmenté, mais chute des besoins physiologiques, d'où la dépendance et l'accoutumance et les destructions neuronales du fait de la surstimulation des neurones. Donc, en fait, ça rassure un petit peu les parents quand on explique le mécanisme d'action parce qu'on se remet dans une situation tout simplement physio. Les effets secondaires que vous avez peut-être en tête, lors de l'instauration du traitement, l'enfant peut ressentir des maux de tête ou du mal de ventre, ou parfois une sensation un peu de tachycardie, de palpitation. Moi, je les informe, je leur dis que c'est possible qu'ils ressentent ça, et je les rassure. C'est modéré, ça passe tout seul et c'est pas systématique. À moyen terme, on est souvent confronté, enfin pratiquement systématiquement, à une perte d'appétit qui peut s'accompagner d'une perte de poids ou d'une majoration de difficultés d'endormissement sous ce traitement. On va voir ensemble comment on peut contrôler ça. Et à long terme, on constate, enfin les études ont vraiment montré
qu'il y avait une amélioration des performances scolaires dans 83% des cas, une baisse des risques de conduite à risque, d'addiction ou comportement antisocial dans plus de 50% des cas, en particulier pour nos ados. Donc, en fait, en mettant en place un traitement, on est moins à risque qui se dirige après sur des consommations type cannabis ou autre pour se canaliser. Ça permet de générer une meilleure estime de soi dans 80% et de faciliter l'intégration sociale. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à long terme, on a vraiment des bénéfices directs. En reprenant point par point, les effets secondaires à court terme, c'est pas grave. La sensation de palpitation, elle est physiologique aussi. Dans les recos de l'HAS, il est marqué que le bilan cardiologique n'est pas systématique et obligatoire, ce qui est vrai, bien sûr, mais il y a une contre-indication formelle à la mise en place du traitement par méthylphénidate qui est un syndrome de QT long. Donc, les recos disent que si vous avez fait un interrogatoire poussé, être sûr qu'il n'y ait pas de malaise grave dans la famille, des morts subites d'adultes jeunes, on n'est pas obligé d'aller faire un ECG. Par contre, clairement, si vous avez un moindre doute, si la famille n'est pas informative, ou si un des parents a été adopté ou est en rupture familiale et donc ne peut pas s'assurer qu'il n'y ait pas d'antécédents cardio, dans ces cas-là, on demande un avis cardio, qui consiste en un simple CGA. Alors, pour les effets à moyen terme, l'appétit, oui, elle est quasiment systématique. Elles peuvent varier entre les différentes présentations qu'on a, puisqu'il y a 2 présentations d'efficacité sur 8 heures et 2 présentations d'efficacité sur 12 heures. Parfois, le fait de simplement changer de présentation, c'est la même molécule, mais changer de présentation galénique peut permettre de diminuer cet effet anorexigène. Comment aussi le contrôler? En fait, on prend vraiment un temps à Galilée, on a même des diététiciennes qui interviennent dans le parcours. Il faut qu'on puisse compenser cette perte d'appétit qui n'existe que tant que le médicament est efficace. Donc, va toucher le repas du midi et parfois le goûter, mais l'enfant n'est pas impacté sur son appétit au petit-déj et au dîner. Donc déjà, informer les parents qui n'hésitent pas à charger un petit peu en calories ces 2 repas, petit-déj et dîner, et aller enrichir ce que peut prendre l'enfant le midi s'il mange à la maison, ou prévoir des petites collations, des barres de céréales, des fruits secs, des arachides, à grignoter un petit peu dans la journée, si il mange à la cantine, par exemple. Si l'appétit est diminué, mais compensé par des apports caloriques, dans ces cas-là, il n'y aura pas de perte de poids. Donc, vraiment, le fait de surveiller la prise de poids de l'enfant est l'élément qui va être l'élément alertant pour revoir les apports caloriques et diététiques de l'enfant s'il y a une perte d'appétit. Pour les difficultés d'endormissement, les TDAH ont un retard de phase, c'est-à-dire que la sécrétion de mélatonine physiologique va être décalée et arriver plus tardivement. Donc, c'est des enfants qui sont plutôt pleins d'énergie et pleines balles en début de soirée. Donc, l'idée, c'est de recréer ce pic physiologique en leur apportant de la mélatonine en libération immédiate. On a 2 catégories de mélatonine, une libération immédiate et libération prolongée. Les libérations prolongées, c'est le circadin et le slénito, qui peuvent être remboursés concernant le slénito dans des cas particuliers qui sont les difficultés d'endormissement chez l'enfant autiste. Donc, dans le TDAH, ça ne rentre pas dans ces cas. C'est plutôt la mélatonine LI que vous allez utiliser, qui existe sous 2 présentations, soit à 1 mg ou à 1,9 mg. À vous de doser, on commence par 1 mg, mais on peut augmenter et la dose maximale, c'est 10 mg de mélatonine LI qui se donne 20 à 30 minutes avant l'heure d'endormissement. Je redis, il n'y a pas d'accoutumance, pas de dépendance et pas de retentissement sur la croissance. Alors, je tempère un petit peu. Les études ont montré qu'il pouvait y avoir une perte en taille de 2,5 cm sur les enfants qui prennent au long cours, mais ça peut tout à fait récupérer à l'arrêt du traitement.
et vous minimisez ce risque s'il n'y a pas de cassure de la prise de poids. Par contre, clairement, s'il y a une cassure de la prise de poids, on risque 3 mois plus tard d'avoir un début de retentissement sur la taille. Alors là, c'est beaucoup trop petit. Anne-Sophie, j'ai une Ouais. question. Je sais pas si tu as vu Vas-y. la petite main. Est-ce que S Ouais, a dit que... j'avais pas vu, non. Tu m'entends? Oui. Ouais. Par rapport à ce problème de croissance, qui peut quand même être un obstacle assez important pour les parents et l'enfant, est-ce que vous remarquez, par exemple, s'il y a un arrêt de la prise de traitement le dimanche ou pendant les vacances scolaires, notamment les grandes, est-ce que c'est un moment où on peut éventuellement voir la croissance repartir? Ouais. Oui, Il y ça aura repart pas de à... période estivale? Ouais. Après, il n'est pas très clair de savoir si c'est vraiment le retentissement de la croissance pondérale qui a un impact sur la croissance latérale. Toujours est-il qu'effectivement, on a deux modalités de prescription. Soit on prescrit en 7 jours sur 7 parce que l'impact du TDAH est majeur sur la vie scolaire, mais aussi sur la vie familiale et sociale. Donc, ce sont des enfants qu'on met en 7 jours sur 7. Ou alors, en particulier chez la fille qui a plutôt un TDA, donc vraiment des difficultés au moment des apprentissages. Là, on va plutôt mettre en 5 jours sur 7, c'est-à-dire que les jours d'école, pas les week-ends, pas les vacances scolaires. Mais effectivement, interrompre le traitement va permettre de retrouver un appétit subnormal. Donc, sur des inflégissements de prise de poids, ça peut être intéressant. Et ceux qui marchent sur 12 heures, parce qu'ils ne sont pas interchangeables. Donc, tout ce qui est Concerta et générique va être sur du 12 heures. Comment savoir s'il est sur du 12 heures? C'est qu'en fait, les dosages sont différents. C'est du 18, 36 ou 54. Donc, ce n'est pas des chiffres ronds. Si vous avez des dosages comme ça, on est forcément sur une présentation 12 heures. Par contre, si on a des présentations 5, 10, 20, 30, 40, on est sur du 8 heures d'efficacité. Et là, c'est soit le Medikinet, soit le Quasim, qui marchent tous les deux sur 8 heures, mais il y a une distinction entre les deux par rapport à leur libération. Le Medikinet est un méthylphénidate qui est dosé de manière homogène dans la journée, c'est-à-dire qu'il va être efficace aussi bien le matin que l'après-midi. Il y a 50% de formes de libération immédiate et 50% de formes de libération prolongée. Donc, il marche 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc, c'est comme la Ritaline LP, ça marche de manière continue. Le Quasim a la particularité de marcher sur 8 heures aussi. Par contre, il a une répartition d'efficacité à 30% le matin en libération immédiate et 70% l'après-midi en libération prolongée. Donc, il va concerner plutôt les enfants qui, l'après-midi, vont être plus en difficulté, soit pour maintenir leur attention, soit en termes d'agitation ou d'impulsivité. Donc, quand on primo-prescrit, on demande, par rapport à la plainte, si c'est plus le matin ou l'après-midi. Et surtout, retenez qu'ils ne sont pas interchangeables. Autant le Medikinet et la Ritaline NP, c'est la même chose, mais Medikinet et Quasim, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut les mélanger, ça, c'est pas le problème, mais on est déjà dans de la tampouille un petit peu plus complexe. Mais voilà, retenir ceux qui marchent sur 8 heures ou sur 12 heures, celui qui est réparti de manière uniforme dans la journée, Medikinet, ou plus accentué l'après-midi, c'est le Quasim. Les posologies. La posologie thérapeutique, enfin la fourchette thérapeutique se situe entre 0,8 et 1 mg kilo. Sachant qu'on va plutôt viser le 0,8 pour la mg kilo pour la forme inattentive pure. Et par contre, si on est chez un petit loulou qui est vraiment très très péchu et qui révolutionne tout avec une agitation motrice majeure, on ira plutôt sur du 1 mg kilo. Sachant que la dose qui est recommandée, c'est la dose minimum efficace. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller le plus haut possible, c'est une dose pour laquelle l'enfant et les parents et l'école ont des retours positifs, sans jamais dépasser la dose de 60 mg jour pour les présentations en 8 heures
donc Quasim, Medic ou la Ritaline LP. Et pour la forme de présentation de 12 heures, ne jamais dépasser 72 mg jour. C'est pour comment choisir le 8 heures et le 12 heures, en règle générale, pour les enfants primaires, début de collège, ils peuvent pas forcément avoir beaucoup de devoirs, donc on va aller utiliser plutôt la forme de présentation 8 heures. Pour les plus grands, fin de collège, lycée, études supérieures, où là, l'amplitude de cours est plus importante et les besoins de devoirs, de travail personnel le soir sont plus importants, on ira plutôt sur une présentation de 12 heures. Pour vous donner les grandes lignes un petit peu du choix de type de médicament. Pensez à... Oui, Nicolas. Je t'entends pas. Ton micro, Nicolas. J'avais bien compris cette stratégie, mais ce que j'ai du mal à expliquer, c'est que mes retours, moi, de méthylphénidate, de psychiatre en prescription adulte, ils ont quasiment tous de la Ritaline. Alors, de la LP ou de la LI? LP. Des psychiatres plutôt vieillissants ou des jeunes sortis? Non, des psychiatres plutôt jeunes, plutôt récents. Hein. Et puis sur Nantes comme sur Paris. Ouais. Du coup, ça Après, m'interroge à chaque fois. Hein. Ouais, moi je sais pas trop quoi te répondre. Après, ça dépend aussi du type de profession de l'adulte. L'intérêt de l'adulte, c'est qu'il va être beaucoup plus précis dans ses besoins et dans sa demande. L'idée, c'est de ne pas aller chercher à le couvrir tout le temps. Si, par exemple, sa posture, c'est au travail, je suis en difficulté parce que j'arrive pas à me concentrer ou il faut que je bouge tout le temps, mais qu'il a des journées de 9h, 17h, pourquoi on irait sur du 12 heures si dans sa vie perso, le soir, quand il rentre, il n'est pas impacté? Donc, c'est peut-être. Il faut savoir en fait quelle a été la plainte initiale et pourquoi on met le traitement. Ce qui est valable aussi pour un enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui a juste besoin d'un coup de pouce dans des apprentissages scolaires, on va lui mettre du 8 heures et que les jours d'école. Et l'enfant qui a besoin d'être canalisé tout le temps, bah, on mettra en 7 jours sur 7. Faut pas perdre de vue le pourquoi on met ce traitement. Qu'est-ce qu'on en attend, dans quelle sphère et sur quelle tranche horaire? Et j'ai une autre remarque. Oui. J'ai un patient étudiant 21-22 ans. Eh bien, lui, il a éventuellement un petit bonus de Ritaline immédiate le midi. Si jamais il a des examens ou un TP un peu compliqué. Exactement. Alors ça, je le fais aussi de temps en temps. Parce qu'en fait, en ayant une présentation LP, tu vas couvrir une tranche horaire, 8 heures, 12 heures. Néanmoins, la cinétique de libération plasmatique, il y a un pic et puis après, ça descend tout doucement. Et il y a des personnes qui sentent qu'à partir de 15-16 heures, cette descente certes lente, les met en difficulté parce qu'ils se sentent plus soutenus. Dans ces cas-là, on peut utiliser la Ritaline en libération immédiate, c'est-à-dire qui sera efficace 4 heures, pour aller compenser la baisse physiologique du LP et pouvoir maintenir des capacités attentionnelles ou motrices optimum jusqu'à la fin de journée. Tout comme chez les enfants qui, par exemple, ont un effet rebond. On en parlera un petit peu plus tard, mais il y a des enfants qui, sous traitement dans la journée, sur le temps scolaire, ça se passe bien. Et les parents vous rapportent que le soir, alors là, c'est folklore. Là, c'est une pile électrique encore pire qu'avant la mise sous traitement. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, un enfant qui est contenu sous traitement, mais ce qui se lâche après. C'est des enfants pour lesquels on peut rajouter un tout petit peu de libération immédiate vers 14 heures pour atténuer cette décroissance et cet effet stop un peu brutal à la fin des 8 heures. Donc, en fait, la Ritaline LI, on est amené à l'utiliser vraiment en un petit shoot pour renforcer la pérennité des effets. Et moi, j'ai aussi des étudiants qui se connaissaient très, très bien
et qui ne voulait pas prendre forcément un traitement tous les jours parce que les cours à la fac il devait avoir 15 heures de cours dans la semaine, donc des jours où c'était nécessaire, pas d'autres. Donc, il prenait à la carte. Et j'en ai même une qui me disait, moi, j'aime bien quand ça soit maniable et que je gère. J'ai beaucoup de taf, soit j'ai des révisions. Et donc, en fait, je l'avais mis en 6 fois Ellie. C'est-à-dire qu'elle ne prenait que 10 mg de Ritaline Ellie parce que ça lui donnait ce petit boost pour canaliser son attention et elle le répartissait en fonction de sa charge de travail. Donc la Ellie est très maniable et on s'en aide pour renforcer les effets du LP en fonction des besoins, toujours penser aux besoins. Oui, Lise. Est-ce que pour les enfants qui ont une grosse perte d'appétit le midi, ça peut être intéressant justement la Ellie à donner du coup assez tôt le matin et puis reprendre après manger? Ou Alors, ça marche pas trop ça? j'ai jamais expérimenté ça. Je dirais que sur le plan théorique, oui, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il faut que l'enfant rentre à la maison pour que ne mange pas à la cantine. Parce qu'à la cantine, à moins de faire un pays, on va rentrer vraiment dans des difficultés de gestion. Il ne faut pas qu'il y ait d'oubli. Donc, en règle générale, on préfère essayer les 3 présentations entre Medikinet, Quasim ou Ritaline parce que les pertes d'appétit peuvent être variables entre ces 3 médicaments. Il n'y en a pas un qui donne moins d'appétit, mais chez l'enfant X, le Quasim va être mieux supporté en termes d'appétit. Chez l'enfant Y, ça sera le Medikinet. Donc, on peut vraiment essayer de modifier le médicament en gardant le même principe actif parce que les effets peuvent être atténués. Et néanmoins, l'effet du 12 heures, le Concerta, est moindre sur l'appétit parce que c'est plus réparti sur une plus grande durée. Donc, il m'arrive parfois chez des tout petits, enfin, tout petits, je parle quand même début de collège, hein, d'essayer le Concerta pour limiter l'impact sur l'appétit. Ok, merci. Donc, la primo-prescription, voilà, se fait par un médecin spécialisé TDAH. Donc là, il y a une grosse ambiguïté qui, j'espère, va être levée parce que dans les recours HAS, il est cité médecin formé au TDAH. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un spécialiste, un pédiatre, un neuropédiatre. Enfin, voilà, c'est pas précisé ce que veut dire médecin formé au TDAH. Donc là, les sociétés savantes sont en train d'essayer de répertorier les formations qui seraient qualifiantes pour se dire formé au TDAH. C'est une ordonnance sécurisée pour 28 jours. La posologie, la durée, la quantité écrite en toutes lettres. Bien penser à remplir la petite case en bas en fonction par rapport au nombre de lignes que vous avez inscrites. Si par exemple vous mettez Medikinet 15, il faut mettre 2 dans la case parce que vous avez prescrit du Medikinet 5 et du Medikinet 10. C'est vraiment les lignes de prescription qui comptent. Pensez à mettre le nom de la pharmacie. Cette ordonnance est à présenter sous 3 jours. Et si jamais vous faites une modulation de dose, par exemple, vous pouvez tout à fait augmenter la dose pour vous adapter à la prise de poids de l'enfant et sa croissance. Dans ces cas-là, vous mettez chevauchement possible. Et le renouvellement se fait tous les 28 jours. En quoi consiste une consultation de renouvellement? On interroge toujours sur les bénéfices. Est-ce qu'en termes d'attention, d'agitation ou de comportement, est-ce que c'est toujours efficace ou pas? On va aller chercher les inconvénients, en particulier sur l'appétit et le sommeil, mais ne pas hésiter à demander aussi s'il fait des colères ou s'il y a d'autres événements s'il se sent plus triste. On reprend le poids tous les mois, la taille et l'IMC tous les 3 mois. Alors là, il y a une coquille parce qu'en fait, la tension artérielle, c'est tous les 3 mois également. Tous les mois, ça ne sert pas à grand-chose. Et se poser la question, est-ce qu'on maintient en continu ou est-ce qu'on fait en discontinu en fonction du pourquoi on a mis ce traitement en place. Oui, Pierre? J'ai une question sur est-ce que vous savez s'il est prévu à un moment de potentiellement élargir l'histoire des 28 jours? Parce qu'en fait, pour des adultes qui sont bien équilibrés, le rendez-vous tous les 28 jours, alors qu'on peut prescrire des benzos pendant 3 mois sans problème, c'est
c'est un peu, enfin, autant pour l'enfant, c'est tout à fait compréhensible, autant c'est vrai qu'il y a des adultes, le rendez-vous tous les 28 jours, Ouais. il est Alors, contraignant j'ai rien entendu. et finalement, Ouais, les ouais, non, mais psychiatres surtout c'est va tout faire à fait entendable, hein, ta remarque. les J'ai psychiatres mettent rien des entendu ordonnances en ce avec sens. 50 ou 60 milligrammes pour dire en fait vous en aurez pour 2 mois et comme ça vous me voyez moins et en fait Ouais, c'est mais comme c'est toujours dans la gamme des psychostimulants, c'est prescrit comme un stupéfiant. Donc, il y aura toujours ce cadre. J'ai rien entendu d'évolution possible dans une durée entre les deux prescriptions. ok, merci. C'est vrai que Euh, moi, j'ai un collègue qui fait, ah, pardon, j'ai un collègue qui fait 2 ou 3 ordonnances de suite. Il est prédate. Bon, je trouve que pour des stupéfiants, c'est un peu chaud quand même. Moi, je ne vous cache pas que sur l'été, entre les contraintes de mes vacances, les vacances des parents, si c'est un enfant que je connais bien, que je suis au cabinet, là, cette fois-ci, il m'arrive de faire une ordonnance d'avance pour le mois d'août, hein. Ça, je l'ai déjà fait. Non, c'est vraiment systématique. Il y en a, moi j'en connais pas mal aussi qui font quand même par visio et qui voient les enfants tous les 3 mois. Ouais, Mais ça, c'est chaud. Il faut quand même rester vraiment un ça, poids tous c'est. les mois. Non, 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 c'est autorisé. Ça a été mis les recours HAS ont évoqué cette possibilité-là. Et ce qu'ils ont écrit, c'est que la primo-prescription ne peut pas se faire en visio, Oui, mais le renouvellement peut se faire en visio. d'accord. Et du coup, ça c'est peut-être une fois que, au bout d'un certain temps, où l'enfant, on sait que voilà, le poids est assez stable, tout ça, ou ça peut Moi, se faire assez rapidement après la mise en place du traitement? D'espèces de alors, pas faire un poids tous les mois, par exemple. moi, ma pratique à moi, c'est quand je prescris, je revois systématiquement l'enfant à M+1 pour savoir si c'est la bonne galénique, le bon dosage, la tolérance et tout ça. Si à M+1, il y a quelque chose à adapter, parce que trop de perte d'appétit ou tristoun, ou que je modifie quelque chose, je le revois encore à M+1. Ça, c'est au cabinet comme à Galilée, hein. Je ne lâche l'enfant que quand la posologie me semble être adaptée avec une tolérance correcte. C'est là que je dis relais médecin traitant. À partir du moment où on a suffisamment de recul pour savoir que c'est les bons traitements, de la bonne posologie, ça ne me choque pas qu'il y ait de la visio, mais l'enfant est à voir au moins tous les 3 mois. Parce qu'on a cette notion de tension artérielle, de prise de poids et de taille. Et quand c'est par visio, je demande à ce que la maman ait pesé l'enfant quand elle sort de ma consulte chez elle sur sa propre balance. Et en visio, je demande le poids du jour sur la balance de la maman. Très bien, merci. Mais pas sur 6 mois de visio, quoi. Faut que Oui, oui, non, l'enfant mais bien soit. sûr. Oui. Moi, Ok. enfant vu tous les 3 mois, une visio intermédiaire, ça me choque absolument pas. Oui, puis avec des poids à la maison, c'est vrai que ça permet. Voilà. Mm. Parce que dire qu'il a une perte d'appétit, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être non impactant, tout comme il peut avoir une cassure complète de sa croissance. Ouais. Donc, c'est le poids qui va nous dire s'il faut tenir compte de cette perte d'appétit ou pas, quoi. Ok. Merci. Et sur quand l'hypertension, je mets en place. Pardon? Pardon. sur l'hypertension, est-ce que c'est fréquent et est-ce qu'on doit rediminuer la dose si jamais il y a de l'hypertension qui apparaît ou ça contre-indique ou est-ce qu'on peut Alors, changer de galénique? nous disions par définition pédiatrique, donc comme l'hypertension chez l'enfant est quand même très très rare, c'est effectivement indiqué dans les effets secondaires au long cours possibles. Aux États-Unis, où le méthylphénidate a été mis en place dans les années 1960, donc là, on a une suivi de cohorte sur des personnes maintenant âgées qui ont pris du méthylphénidate sur des périodes potentiellement longues. Au long cours, les études ne montrent pas qu'il y a plus de risques d'hypertension artérielle au décours. Donc, il peut y avoir une petite augmentation, mais pas de manière pathologique. Je pense qu'il faut chercher une autre cause. Mais on la surveille quand même au cas où ça. Ah oui, ça bien monte. sûr. Ah tout à fait, tout à fait. Ça fait Parce que partie des éléments de surveillance. Mais les études ont montré que
voilà, il pouvait y avoir une discrète augmentation, mais pas d'effet au long cours dans ce registre-là. Mais du coup, si ça monte, on arrête. Ah oui, s'il y a une hypertension qui se démasque, tu veux dire? Oui. Oui, on arrête, on voit si la tension se normalise ou pas, pour être sûr que ça soit bien le médicament qui soit en cause. Par contre, on peut, si on a objectivé effectivement que sous méthylphénidate, la tension augmente dans des proportions voilà, qui ne sont pas acceptables. Dans ces cas-là, on arrête, on voit si la tension se normalise. Ça ne nous empêchera pas de reprendre, mais à plus petite dose, ou de changer la formule de méthylphénidate parce que chaque formule peut avoir des effets que n'ont pas d'autres. En intrapersonnel, j'entends. Donc, s'il est sous Concerta, par exemple, si tu parles d'un adulte, tu pourras prendre le méthylphénidate Haro, ou voilà, on reste sur du 12 heures, mais tu prends un générique parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas les mêmes effets. Et quitte à mettre à baisser un petit peu la poso. Et est-ce que si on n'est pas... Pardon. Vas-y, Oui. Pas de souci. Si on n'est pas primo-prescripteur, est-ce qu'on peut changer du coup On peut quand même changer, passer du Quasim au Medikinet, tout ça? Alors, ou ça, c'est forcément le prescripteur initial? Alors, il y a deux réponses. Il y a l'officiel qui est non, vous ne pouvez pas changer. Les gens qui ne sont pas prescripteurs ne peuvent pas changer. C'est le texte. Après, en pratique, moi, ça ne me choque pas si vous savez pourquoi vous changez et pourquoi, la raison et pour quelle autre molécule vous changez. Donc, et puis, ne pas hésiter à vous rapprocher du primo-prescripteur. Moi, je parle pour ma paroisse, c'est-à-dire que si vous maîtrisez les distinctions entre Medikinet, Quasim et vous vous sentez à l'aise, ça ne me choque pas. S'il y a un doute, vous retournez vers le primo-prescripteur que vous sollicitez par mail, téléphone ou Omnidoc. Et là, dans ces cas-là, il y a un échange. Et si le primo-prescripteur, c'est moi, vous me sollicitez. Et si c'est Omnidoc, via Omnidoc, par exemple, je vous envoie une ordo, ce qui fait on est de nouveau dans les clous. Voilà, mais dans les textes, non, il n'y a pas de changement de présentation de méthylphénidate par le prescripteur relais. Par contre, des modifications de POSO, oui. Ok. Et donc là, c'est le calendrier que j'ai élaboré pour le cabinet et Galilée de suivi de traitement. C'est un calendrier que j'utilise systématiquement pour une primo-prescription. Qui indique le traitement, la POSO, le poids de départ, la tension de départ. Et donc, il y a eu 28 colonnes, puisque c'est une prescription sur 28 jours. Moi, je fais souvent la primo-prescription en 2 paliers. Certains médecins font en 3 paliers. Donc, après, chacun... Et les jours où l'enfant prend son traitement, il y a une croix dans la première ligne. Et j'ai listé les effets secondaires potentiels, court terme ou moyen terme. Ce qui fait que le soir, avec les parents, ou un grand, il va me dire s'il a ressenti dans la journée un mal de tête, un mal de ventre, perdu l'appétit, amélioration de la concentration ou tristesse scolaire. Ce qui permet que quand il vient à sa consultation en M+1, j'ai un visuel assez clair de l'importance des symptômes qu'il a pu ressentir. Et ça me permet, ça ouvre la discussion en fait. Et ça me permet de voir quand sur le premier palier, c'était plutôt bien toléré et que mon deuxième palier montre plus d'effets secondaires, ça me donne aussi des renseignements. Donc voilà, ça peut aider dans le suivi d'un traitement quand il y a une tolérance qui semble un petit peu border. Donc là, je vous ai mis quelques tips, mais on en a déjà évoqué. Il y a certains parents qui peuvent vous interpeller sur l'effet rebond de 17 heures. C'est-à-dire que l'enfant, il le récupère de l'école. Alors non seulement il n'a plus le traitement qui marche parce que 8 heures d'efficacité, 8 heures, 16 heures. Donc à 17 heures, il est plein de balles. Donc les parents, voilà, ils galèrent un petit peu. Donc il faut savoir que ce rebond est souvent plus fréquent avec le Quasim qu'avec le Medikinet. Donc ça peut être une raison de switcher entre les deux. Ou, comme je l'évoquais tout à l'heure quand on parlait de la Ritaline en libération immédiate, on peut donner
petite dose de libération immédiate en début d'après-midi pour adoucir cette décroissance de fin d'activité du Medikinet ou du Quasim. Ça, c'est tout à fait faisable. Si vous êtes confronté à une perte de poids, il faut recommander de fractionner, de prévoir des petites collations, d'augmenter tout ce qui va être féculent, protéines et lipides, donc rajouter de la crème, du beurre, du fromage, et ne pas hésiter à se faire accompagner par une diététicienne. Nous, on a la chance à Galilée d'avoir une équipe de diététiciennes à la disposition, donc ça m'arrive assez fréquemment de pouvoir m'appuyer sur un avis. Anticiper cette perte d'appétit de midi et proposer que l'enfant aille faire les courses avec le parent quand il n'est pas sous traitement, ce qui va lui donner de l'envie, que les parents aillent acheter plutôt quelque chose qui fasse envie qu'autre chose. Et autoriser les parents à lâcher un petit peu sur les règles diététiques. Alors, faut pas faire n'importe quoi, on ne va pas dire du coca au petit-déj ou autre, mais si le soir, il y a plus de lasagne, tartiflette ou pizza que de gratin de chou-fleur, c'est peut-être pas une cata si on sait pourquoi, comment, quoi. Donc, prendre un petit peu de liberté par rapport à ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on a des difficultés d'endormissement, la mélatonine en libération immédiate, là, il y a une coquille aussi parce que c'est 20 à 30 minutes avant le coucher. Et pensez à aller chercher les écueils de difficultés d'endormissement, c'est-à-dire est-ce que l'enfant fait une activité un peu stimulante à aller se coucher, est-ce qu'il y a des écrans avant le coucher, enfin, et vraiment retravailler avec les parents, ça dépend de l'âge de l'enfant bien sûr, mais une certaine ritualisation du coucher en plus de la mélatonine. Voilou. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rapporter des situations qui vous ont mis en difficulté pour qu'on brainstorme un peu ensemble? Petite question. Nicolas. Ah, Élise. Non, après. Je lève la main. Je peux attendre. Non vas-y, Nicolas. Question générique. Est-ce qu'on a les mêmes efficacités avec les galéniques génériques, avec les enrobages génériques qu'avec les enrobages non génériques pour la libération, etc. Est-ce que on remarque des différences? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Ouais. Alors, il y a un truc important que j'ai oublié de vous dire. Les génériques, c'est principalement sur les 12 heures, Concerta et générique. Les mécanismes biochimiques de libération ne sont pas les mêmes parce que Concerta a un dispositif qu'on appelle Oros avec une micropompe. Donc, ça lui donne une spécificité de libération qu'on n'aura pas forcément avec les génériques. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Sauf que l'ado, si on est sur du 12 heures, l'ado ou l'adulte va s'habituer à un type de libération. Donc, l'idée, c'est de toujours garder le même. Donc, s'il a commencé avec le générique du Concerta, ce n'est pas un souci, mais on va plutôt l'encourager à garder tout le temps le générique du Concerta. S'il a commencé avec le Princeps, on essaye de garder le Princeps. Voilà. Ce n'est pas plus ou moins efficace, mais il peut y avoir des petites variations de biodélivrance qui font qu'il vaut mieux rester sur le même. J'en profite pour mon association d'idées. Chez les tout petits ou les enfants qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire, avaler une gélule, voire deux parfois, ça peut les mettre en difficulté. Dans ces cas-là, on contourne le problème il ne faut pas qu'ils diluent ou qu'ils croquent les microgranules qui sont dans la gélule, puisque c'est l'enrobage qui fait que la délivrance se fait soit en libération immédiate, soit en libération prolongée. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir une gélule qu'ils peuvent mettre dans une compote ou dans un yaourt et le gober, pas le diluer dans un jus, mais on peut ouvrir la gélule pour certains enfants. J'avais oublié de vous donner ce tips-là. Christine? Oui, petite question pratique par rapport à la nouvelle plateforme de Via Trajectoire, rien à voir exactement avec le méthylphénylate, mais Via Trajectoire TND. Voilà, j'ai été confrontée par rapport à ce que tu disais tout à l'heure du remplissage par les deux parents, etc. Et en fait,
tu peux mettre qu'une adresse. Moi, j'ai été confrontée avec des parents divorcés. Il aurait fallu mettre Oui, 2 adresses mail et en fait, tu peux en rentrer qu'une au niveau des parents. Tu as le retour de ça? d'accord. Non, tu es la première à me remonter ça, mais c'est vrai que comme la trajectoire était utilisée plutôt pour des adultes jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils n'étaient pas confrontés à ça. Donc, il faudrait que je remonte l'info à Fabien Le Breton de la PCO et puis au grade. Mm. Ok, merci. Non, personne ne me l'avait dit encore, donc merci. Élise? Oui, du coup, merci beaucoup pour l'histoire de la gélule parce que j'avais regardé. Alors moi, c'était pas un petit, mais c'était un ado, mais qui arrive pas du tout à avaler les gélules et comprimés. Mm. Effectivement, quand tu regardes, c'est marqué qu'on peut jamais ouvrir les gélules dans aucune. Donc Ouais. voilà. Donc en fait, on peut. Donc, on peut, mais avec cette précaution de ne pas écraser les microgranules ou ne pas les ouais. diluer, donc il faut les gober. Donc, yaourt ou compote. Ok. Et sinon, j'avais une question, c'était par rapport à la mélatonine. Ouais. L'autre jour, le pharmacien m'a appelé en me disant, mais du coup, est-ce que c'est, parce que j'avais pourtant mis LI, mais est-ce que c'est le Slénito ou est-ce que je fais, bah non, non, c'est pas remboursé, c'est dans le cadre d'un Le TDAH. Slénito, c'est du LP. Ouais, ouais, Donc, je sais. Et du coup, il me semblait bien que j'avais noté LI, donc j'étais étonnée qu'il m'appelle, mais ouais. parce que de toute façon, le LI n'est jamais remboursé. Et Non. donc, on ne note pas sur l'ordonnance que c'est dans le cadre d'un TDAH. Non. On Il est d'accord. m'arrive parfois de On le prescrire du note. Slénito, Dans du le Slénito, il LP faut pour le avoir le noter. remboursement. Voilà, il faut qu'on ait- Voilà, parce que il y a des réveils nocturnes et qu'il y a une justification médicale. Et dans Ouais, ces cas-là, pour justifier d'une prescription de Slénito qui est un peu hors clou, je mets RTU à titre compassionnel dans le cadre d'un TND complexe, mais je ne mets pas d'autres diagnostics plus précis que ça. Et quand je le prescris dans un TSA, par contre, c'est dans le cadre d'un TSA pour. d'accord. Ok, Hmm. merci. Mais sinon, c'est du LI. Et vous pouvez faire des préparations magistrales aussi, parce que pendant très longtemps, on a dit que la mélatonine LI en vente libre était rarement isolée. Ça peut être avec du passiflore ou avec d'autres composants. Et que monter à 10 mg de mélatonine, on monte aussi les autres composants et ça peut poser problème. Donc, vous pouvez tout à fait faire une préparation magistrale de mélatonine LI au dosage que vous voulez. Ça, c'est tout à fait reconnu. D'accord. Je vois Pierre en deux. Ah non, c'est Pierre, tu as une question, Oui, Pierre? en fait, c'était pour préciser pour la collègue par rapport aux histoires de médicaments écrasables, ouvrables, de gélules, etc. Il y a l'Omedit, OMEDIT, qui a un gigantesque tableur Excel qui s'appelle liste médicaments écrasables qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Et il y a tous les médicaments et avec la précision de est-ce qu'on peut ouvrir la gélule, est-ce qu'on peut l'écraser et quid des génériques. Et bon, pour les enfants qui ont des troubles de l'oralité ou ceux qui n'arrivent pas à avaler les gélules, c'est vraiment. Et les personnes âgées, enfin bref, tout le monde. Et c'est un truc officiel, quoi. C'est vraiment bien. Donc, liste médicaments écrasables de l'Omedit, c'était un peu la Bible en Ouais. gériatrie. Oui. Merci beaucoup. Donc, T'écris ça comment? OMEDIT. Ok, merci beaucoup. Et si on regarde le site de Pharmaco, il y a un site qui est très bien pour les médicaments thymiques. Alors, attends, hop, c'est le site de la SFEAP. Attendez, je vais vous retrouver l'acronyme. Hop, hop, hop. C'est le SFPEADA, où là, vous allez avoir, c'est le site d'aide à la prescription pharmacologique, et vous avez plein de pathologies, donc, dont le TDAH, donc vous retrouvez les listings et les particularités des prescriptions, mais en pédiatrie, ça peut vous aider aussi sur des difficultés thymiques ou autres. Je ne sais pas si tu l'utilises, Christine, ou pas. Non, moi, je SFPADA. je connaissais pas. Ouais, bah, je le trouve très bien fait parce qu'il y a la généralité des indications bénéfices, surveillance. Enfin, je le trouve assez intuitif et pratique.
tips pharmaco. Ouais, je regarderai ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le méthylphénidate ou autre, hein? Du coup, pour les formations, là, pour l'instant reconnu, il y a pas, c'est pas encore validé, quoi. Enfin, Non, c'est en c'est pas cours. officiel. Ok. Il y a des formations qui seront forcément validantes avec l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, ouverte aux pédiatres et aux ONG. Et ils font des séminaires de 2 jours sur le TDAH dans leur globalité. Oui. Et il y a également séminaire d'1 journée sur la prescription médicamenteuse dans le TDAH et ses comorbidités, avec le matin sur le méthylphénidate en primo-prescription, donc aller plus loin un peu dans tout ce que j'ai évoqué. Et l'après-midi, le traitement des comorbidités, donc syndrome anxieux, syndrome dépressif, TOC, voilà, donc très, très intéressant. Et le lendemain, c'est couplé, il y a une journée de formation sur le traitement non médicamenteux du TDAH. Donc, on va aller sur les PEHP, les TCC, enfin tout ce qui est recommandé en prise en charge. Donc, si vous voulez, voilà, la formation 2 jours TDAH pour vraiment bien planter le décor, aller sur les comorbidités et puis expliquer le trépied que je vous ai très, très rapidement évoqué. Et puis, si vous voulez accentuer un petit peu, il y a une journée sur la prise en charge médicamenteuse du TDAH et de ses comorbidités et une journée sur les prises en charge non médicamenteuses via l'AFPA, qui peuvent donc se faire en DPC. Ok. Et c'est des formations, parce que je les anime aussi à Paris, mais qu'on peut délocaliser si vous êtes plusieurs à être intéressés par un séminaire de 2 jours, par exemple, pour planter le décor. Sous réserve d'être suffisamment, donc au minimum 12 à 15, on peut organiser un séminaire de 2 jours TDAH sur Nantes. C'est tout à fait envisageable, si jamais il y en a qui sont intéressés, en DPC. Et ça pourrait, par exemple, faire un sondage via la CPTS, par exemple? Oui, sachant que c'est le type de formation qui sont disponibles via le réseau Pédia également. Mais oui, en fait, on a la possibilité d'organiser tout plein de formations sur le TDAH ou d'autres TND en fonction des besoins qui sont remontés. Donc, il suffit de voir appeler Nina en disant, voilà, ça, est-ce que ça peut s'organiser? Puis on voit la faisabilité, on diffuse l'info. Tout à fait. Donc là, en pratique, si on Dans est le champ des intéressé, TND large. on le dit, on le remonte à Nina et comme ça le fait le nombre Voilà, si par nécessaire exemple, éventuellement. vous êtes 2 ou 3 à remonter l'idée que vous voulez un séminaire sur le TDAH ou le trouble du langage oral ou des troubles des apprentissages, le programme est déjà déposé en DPC au niveau de l'AFPA. On organise un séminaire délocalisé sur Nantes ou le 34 et on diffuse l'info. Et on voit, et s'il y a plus de 12 à 15 participants, ils s'organisent sur site. Et là, Anne-Sophie, cette formation, tu l'as déjà fait pour un groupe? Vous étiez nombreux? Moi, j'en fais régulièrement à Paris et pour les séminaires TDAH, la dernière Non. fois. Ah, pardon. Non, c'est Parle pas de ça que je quoi? voulais dire. Là, c'est la deuxième soirée où tu proposes méthylphénidate Oui. et donc vous étiez une bonne dizaine déjà le Ah, on premier soir. était. Ouais, tout à fait. Tu parles de le premier webinaire où il y avait Charlotte? Oui, à Ouais. peu près. Tout à fait, ouais. Donc il y a à peu près une vingtaine de personnes qui pourraient être questionnées sondées pour savoir si ça les intéresse. Mm. Ok. Et sachant que c'est donc sur le territoire de la CPTS, mais sur les séminaires sur les séminaires parisiens, il y avait des Nantais aussi, des pédiatres ou autres. Donc, je pense que si on diffuse, on peut on peut arriver sur une quinzaine de participants, soit en intra-CPTS, soit en diffusion plus large. Je ne suis pas très inquiète sur le fait qu'on arrive à le mettre en place si ça vous intéresse. Pour les médecins généralistes, il y a une liste de diffusion qui est intéressante, c'est la liste des controverses de pédiatrie.
où il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont intéressés par. Enfin, voilà, c'est une liste comme une autre, mais je sais que des fois, il y a d'autres annonces qui passent via cette mailing list. D'accord. Moi, c'est, enfin, j'aime, voilà, animer ce genre de formation, webinaire ou autre. Donc, si vous avez des envies ou des besoins, on voit ce qui est réalisable sur la thématique de votre. Ok. Autre question ou intervention? Ou est-ce qu'on estime qu'à 20h14, il est potentiellement l'heure de rentrer chez soi? Je pense que ça veut dire oui, ça, non? Ben, je vais vous remercier pour votre participation. C'est toujours aussi agréable. Je reste à votre disposition si vous avez des moindres questions. Et sur le plan pro, des sollicitations sur des patients, OmniDoc marche bien, ou mon mail, ou le téléphone. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Super. Bonne soirée à tout le Merci monde. Sophie. Merci Au à vous. revoir. Merci, bonne soirée. À Bonne soirée. bientôt. À bientôt.